Pendant des décennies, c'était la voiture parfaite. Spacieuse qu'un utilitaire, confortable qu'une berline, familiale qu'un dimanche chez tes parents nous l'avons laissé disparaître. Pourquoi? Par effet de mode? À cause du marketing? Ou simplement parce que nous avons oublié ce dont nous avions vraiment besoin? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un véhicule, c'est l'histoire de la façon dont la société a changé et, avec elle, nos priorités. Aujourd'hui, je vais te raconter comment nous avons tué la camionnette parfaite sans même nous en rendre compte. Pendant une grande partie du XXe siècle, ce véhicule était l'incarnation même de la fonctionnalité sur roue. Il y avait de la place pour la famille, le chien, les valises et même pour ce voisin qui demandait toujours à être déposé quelque part. Et malgré cela, aujourd'hui il n'en reste que quelques-unes, cachées dans des garages poussiéreux ou dans les rues d'Europe, où elles n'ont pas encore été remplacées par quelque chose de plus moderne. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment quelque chose d'aussi utile a-t-il fini par être ignoré par des millions de personnes? Pour comprendre cela, il faut d'abord regarder autour de soi, à la naissance de voitures légendaires comme la Coccinelle, cette Volkswagen devenue symbole d'accessibilité mondiale, ou la Mini Cooper, petite mais irrévérencieuse, née pour les rues étroites du vieux continent. Chacune de ces voitures est apparue pour résoudre un problème concret, la Coccinelle pour la motorisation de masse, la Mini pour les espaces urbains, le SUV pour les terrains difficiles. Le break n'a pas été conçu pour être sexy ni intimidant, il a été créé pour servir. Et c'est peut-être là son péché, ne pas avoir un angle marketing aussi agressif que les SUV ni l'ère d'innovation des monospaces, mais être pratique dans un monde gouverné par l'image, c'est comme être invisible. Imagine une époque où la famille était au centre de tout, où les voyages en voiture étaient un symbole d'union et où posséder un véhicule pouvant accueillir 6, 7 ou 8 personnes était aussi important que d'avoir un réfrigérateur à la maison. C'est là que le break régnait en maître. C'était la reine sans couronne des banlieues, la compagne silencieuse de chaque déménagement, pique-nique et vacances en famille. L'idée était simple, presque évidente, construire un véhicule capable de transporter les passagers et leurs bagages de la gare jusqu'à leur hôtel, leur maison ou leur lieu de vacances. C'est de là que vient son nom. C'était un maillon logistique, un résolveur de problèmes, et sa conception le reflétait, un châssis solide, une cabine agrandie et une partie arrière ouverte ou modulable pour transporter tout ce qu'il fallait. Au fil des années, l'industrie a compris le potentiel de cette configuration. En 1929, Ford a été la première grande marque à lancer sa propre wagon, produite directement en usine. Mais son arrivée sur le marché a coïncidé avec un événement dévastateur, la Grande Dépression. L'économie s'est effondrée, le chômage a explosé et acheter une voiture neuve est devenu un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. Pendant plusieurs années, les wagons ont été mis en attente, mais ils n'ont pas disparu. Les années 1930 ont été marquées par une reprise économique lente mais régulière. Avec elle, la confiance dans l'automobile comme élément de la vie quotidienne a également refait surface. Les grandes marques, désormais mieux établies, ont commencé à explorer de nouveaux formats et designs, et dans le processus, le wagon s'est transformé. Ford, Chevrolet, Dodge. Ils ont tous commencé à lancer leur propre version de wagon, mais cette fois-ci non pas sous forme d'adaptations artisanales, mais sous forme de produits fabriqués en série. Il ne s'agissait plus seulement de transporter des personnes entre une gare et un hôtel, mais désormais de voyager. Et voici qu'arrive un acteur clé dont presque personne ne se souvient, le Chevrolet Suburban, lancé en 1935. Ce véhicule est, sans exagérer, le grand-père aussi bien des SUV que des breaks modernes. Il avait un design fermé avec un toit en métal, de la place pour 8 personnes et une mission claire, transporter des familles entières, des équipes de travail ou des groupes scolaires en toute sécurité et confort. C'était le premier signe que la carrosserie de type break n'était pas seulement utile, elle était adaptable à tout. Les breaks cessaient d'être de simples outils et commençaient à flirter avec l'idée du confort. En 1948, des marques comme Buick et Chrysler lançaient déjà des breaks dignes d'un film, brillants, robustes, élégants. Ils étaient le prélude à quelque chose de plus grand, car si les années 40 ont préparé le terrain, les années 50 allaient le conquérir. Imagine ceci, des rues fraîchement pavées, des quartiers remplis de maisons avec jardins et clôtures blanches, des enfants sur des tricycles et une voiture longue, rutilante, garée devant. Cette voiture, c'était un break et, plus qu'un simple moyen de transport, c'était un symbole, un emblème du nouveau rêve américain. Ne pas avoir de break, c'était comme ne pas avoir de télé ou de réfrigérateur, tu n'étais tout simplement pas membre de la nouvelle classe moyenne. Les constructeurs le savaient et ils en ont profité. Ford, par exemple, a lancé des modèles comme la Country Squire, qui combinait le luxe d'une berline haut de gamme avec la fonctionnalité d'un utilitaire. Elles avaient des panneaux extérieurs qui imitaient le bois, des intérieurs spacieux, des détails chromés et une sensation de confort qui invitait au long voyage sur la route. Le mot-clé de cette époque était simple, l'espace. Les breaks des années 50 et 60 étaient gigantesques comparés à leurs prédécesseurs. Certains modèles pouvaient transporter jusqu'à 9 passagers confortablement, avec des rangées de sièges rabattables, des compartiments cachés et même des toits panoramiques sur certaines versions spéciales. Avec la signature du Federal Highway Act en 1956, les États-Unis ont commencé à construire des milliers de kilomètres d'autoroutes modernes. Le pays s'est ouvert. La possibilité de le traverser d'un océan à l'autre n'était plus une aventure réservée aux courageux, mais une invitation pour toute la famille. Et quel était le véhicule idéal pour ce nouveau mode de vie? Exactement, le break. Pour le break, les années 70 ont marqué le début d'une chute lente mais implacable. Une décennie qui l'a confronté à une réalité complètement différente, plus chère, plus dangereuse, plus exigeante et, surtout, moins sentimentale.
Tout a commencé par un choc inattendu qui a bouleversé l'industrie automobile à jamais, la crise pétrolière de 1973. Jusque-là, personne ne remettait en question la taille ni la consommation de carburant des breaks. Elles étaient énormes, oui, mais aussi confortables, puissantes et fiables. Le prix de l'essence était bas et l'efficacité énergétique n'était pas une priorité, jusqu'à ce que ça le devienne. Quand l'OPEP a fermé le robinet et que les prix du carburant se sont envolés, des millions d'Américains, habitués à faire le plein sans y penser, se sont retrouvés à faire la queue pendant des heures pour obtenir quelques gouttes. Dans ce contexte, les breaks, avec leurs énormes moteurs V8 qui engloutissaient l'essence comme de l'air, sont passés du statut de symbole d'abondance à celui de fardeau économique. La décennie des années 70 a également apporté de nouvelles réglementations fédérales en matière de sécurité et d'émissions. Les breaks, qui avaient été construites pendant des décennies selon des normes plus souples, devaient désormais se conformer à des règles exigeant des pare-chocs plus grands, des ceintures de sécurité à toutes les places, des freins plus performants et des émissions plus propres. Tout cela impliquait des refontes coûteuses et complexes, ce qui rendait la production de breaks moins rentable. En même temps, le monde était en train de changer. L'Europe et le Japon commençaient à regarder vers l'Occident avec des intentions claires, conquérir le marché avec des véhicules plus petits, plus efficaces et moins chers. Les hatchbacks, les berlines compactes et les breaks de plus petite taille, comme la Toyota Corona Wagon ou la Datsun Blood Deer, commencèrent à attirer les consommateurs plus jeunes qui cherchaient quelque chose de fonctionnel, mais aussi d'abordable et de moderne. Au milieu de tout cela, le break traditionnel commença à paraître dépassé. Nous étions en 1984 lorsque Chrysler fit quelque chose que personne n'avait encore fait, prendre les atouts du break et les intégrer dans une caisse plus haute, plus spacieuse, avec des portes coulissantes et un design entièrement fonctionnel. C'est ainsi que sont nées la Dodge Caravan et la Plymouth Voyager. Dès la première publicité, le message était clair, ce n'est pas une voiture pour se montrer, c'est une voiture pour vivre. Et ça a fait mouche. Les priorités étaient différentes. Il ne s'agissait plus seulement d'avoir fière allure, mais de transporter des vélos, d'emmener 5 enfants à l'école ou de faire les courses du mois sans rien oublier. La minivan offrait tout cela et bien plus encore. Elle était plus haute qu'un break, ce qui facilitait l'entrée et la sortie des passagers. Elle avait un intérieur plus modulable, avec des sièges amovibles qui transformaient le véhicule en une sorte d'entrepôt roulant. Et surtout, son moteur et sa structure étaient optimisés pour offrir une meilleure consommation de carburant à une époque de prise de conscience énergétique. Les familles n'ont pas tardé à en tomber amoureuses. En fait, en seulement quelques années, la minivan est devenue la nouvelle référence de la mobilité familiale en Amérique du Nord. Les breaks, pour la première fois depuis des décennies, ont commencé à prendre la poussière chez les concessionnaires. Et le pire, c'est que cela ne suscitait même pas de nostalgie. Elles ont tout simplement été remplacées. Et voici un détail intéressant. Si les minivans ont gagné en fonctionnalité, elles ont perdu en émotion. Au début des années 90, quelque chose a profondément changé sur le marché automobile. Les familles ne voulaient plus simplement aller d'un point A à un point B. Elles voulaient le faire avec prestance, avec style, avec une sensation de puissance. L'accent n'était plus mis sur la famille, mais sur l'individualité projetée à travers le véhicule. Et c'est dans ce contexte qu'ils sont arrivés, les SUV. Des modèles comme le Jeep Cherokee et le Ford Explorer proposaient une promesse alléchante. On pouvait emmener ses enfants à l'école, mais aussi gravir une montagne, traverser une forêt ou partir à l'aventure le week-end. Même si, bien sûr, 95% des conducteurs ne feraient jamais ça, l'important n'était pas de le faire, mais de pouvoir le faire. Le SUV avait de la hauteur, du volume, de la prestance. Depuis le siège du conducteur, on regardait le monde de haut, et ça faisait du bien. C'était la voiture de la famille, mais aussi celle du patron, de l'aventurier, de celui qui ne se contente pas de l'ordinaire. En d'autres termes, c'était ce que le break n'a jamais su prétendre être. En 1994, le Ford Explorer se vendait à plus de 400 000 exemplaires par an aux États-Unis. Chrysler, Chevrolet, Toyota et Honda ont rapidement sauté dans le train en marche. Le break, relégué, survivait à peine dans des catalogues poussiéreux ou des éditions limitées que personne ne réclamait. Mais, comme dans toute bonne histoire, il y eut un coin du monde où le break ne s'est pas laissé abattre, l'Europe. Sur le vieux continent, les rues étroites, le prix du carburant et une culture plus rationnelle ont permis au break de survivre. Des marques comme Volvo, BMW et Audi ont continué à produire des breaks élégants, puissants et même sportifs. L'Audi avant, la Volvo V70, la Mercedes Classe Estate ont prouvé qu'on pouvait encore aimer la fonctionnalité sans renoncer au design ni au plaisir de conduire. Aujourd'hui, les breaks survivent comme une espèce rare et précieuse. Des marques comme Audi, Volvo, Porsche et même Mercedes-Benz ont maintenu la flamme vivante, créant des modèles qui non seulement revendiquent le format break, mais l'emmènent à des niveaux insoupçonnés. L'Audi RS avant, par exemple, la Porsche Taycan Cross Turismo et des modèles comme la Volvo V90 ou la Subaru Outback continuent de prouver que le format a encore du sens pour ceux qui apprécient une conduite plus basse, plus stable, mais tout aussi pratique. Le point le plus intéressant dans tout cela, c'est que le SUV moderne est, en essence, un break sur des talons hauts. Si tu as déjà voyagé dans un break, raconte-nous ton histoire dans les commentaires, car ce souvenir, c'est aussi une façon de rentrer à la maison. Alors, avons-nous vraiment tué le break? Ou bien l'avons-nous simplement habillé différemment pour ne pas admettre que nous en avons encore besoin? Peut-être que le plus honnête serait de dire que nous n'avons jamais su ce que nous avions jusqu'à ce que nous le perdions, que le break a été victime de sa propre modestie, qui n'a pas su ou pas voulu crier plus fort, et que nous, les consommateurs, avons été séduits par l'éclat facile du marketing et les caprices de la mode.
Mais pour ceux qui s'en souviennent encore avec tendresse, pour ceux qui en ont eu une et qui la regrettent, pour ceux qui cherchent aujourd'hui dans un véhicule quelque chose de plus qu'une image, le break est toujours là, caché, transformé, vivant, car les bonnes inventions ne meurent pas. Elles attendent simplement que nous soyons prêts à les apprécier à nouveau.